Bonjour, bienvenue dans ce JT. Quel nom pour les futures stations du tram de Brest? Les internautes ont fait leur choix, on le découvrira avec Alain Masson, adjoint au maire de Brest en charge des grands travaux. Mais avant, un point sur l'actualité de ce mercredi 22 juin dans le Finistère. Et on commence avec ces turbulences qui agitent la liaison aérienne entre Ouessant et le continent. Les Ouessantins ont manifesté à l'arrivée de l'avion ce mercredi après-midi. Le Conseil général doit rediscuter sa convention avec la compagnie Finistère. Sur l'île, on craint de perdre la liaison quotidienne entre l'île et le continent, comme le souligne le maire de Ouessant. On a vu que le cahier des charges qui autrefois demandait un service tous les jours, toute l'année de l'avion, se réduit au minimum à 220 jours par an, ce qui pour nous est inacceptable, parce que l'avion, c'est, quoi qu'en pensent certains, c'est pas du tout un luxe, ça fait partie de notre vie quotidienne, c'est un complément indispensable au bateau, parce qu'il faut savoir que pendant une bonne partie de l'année avec le bateau, on ne peut pas partir le matin d'Ouessant et revenir le soir. Tout déplacement exige 2 nuits, et ce qui devient de plus en plus difficile et ce qui décourage beaucoup de gens. Et je crois qu'on est, nous élus, la population, les artisans, les commerçants, tout le monde essaie de se battre pour maintenir sur cette île des écoles, une population permanente. Et je crois que ce qui risque d'être fait pour l'avion est un mauvais coup porté à tous ces efforts. Et une délégation de Ouessantins a prévu de manifester ce jeudi au Conseil général lors de l'Assemblée plénière. On reste entre terre et mer avec cette question: la recouvrance emblème de Brest va-t-elle un jour être immatriculée à Marseille? C'est ce que craignent certains marins. Le gestionnaire se veut rassurant sur l'avenir brestois de la goélette. Les explications avec Erwan Lousseau. Marseille pourrait bien devenir le futur port d'attache de la recouvrance. Bientôt immatriculée au registre international français, la goélette ne larguera pas pour autant les amarres. Il s'agit simplement pour la SOPAB, rebaptisée Brestem, de faire quelques économies. Comment voulez-vous qu'on prenne la décision d'envoyer le bateau à Marseille ou d'avoir le nom de Marseille sur la recouvrance? Tout ça est faux. En ce qui concerne le salaire des marins, c'est pareil. Bien évidemment que les marins ne vont pas avoir leur salaire diminué. Enfin, c'est complètement fou de penser qu'on puisse faire ça pour gagner de l'argent, uniquement pour gagner de l'argent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on va utiliser un registre qui est un registre français, qui est autorisé par la loi. Il a été voté par le Parlement et on l'utilise parce qu'il nous permet de réduire nos taux de charges patronales. Passer de 30 à 11% de charges, l'économie est substantielle, mais la méthode fait grincer des dents côté syndicat. Aujourd'hui, on raisonne en société financière, où on est venu voir les marins à bord en leur disant: pour vous, ce sera mieux, choisissez le registre international français, vous n'allez pas payer d'impôts. Foutaise tout ça, sur des salaires aussi infimes que cela. Nous sommes attachés au pavillon et le registre international français, dans le cadre de la loi, lui permet toutes les dérives sociales. Nous n'en voulons pas. Plusieurs inquiétudes à cet égard, notamment la possibilité pour un armateur d'employer sous ce registre jusqu'à 65% de marins étrangers hors Union européenne, rémunérés aux conditions de leur pays d'origine, mais aussi l'éventuel changement de catégorie du navire avec révision des salaires des marins à la baisse. Je veux bien prendre l'engagement de rendre des comptes dans 6 mois à ceux qui m'interrogent aujourd'hui pour leur démontrer que les salaires des marins n'ont pas baissé de 25%. Il ne baissera de rien d'ailleurs pendant cette période. En attendant, la recouvrance garde le vent en poupe et Brest gravé à sa proue. Une page culture avec la présentation de la programmation 2011-2012 du Quartz ce mercredi soir. Une programmation signée Mathieu Banvillet, le nouveau directeur de la scène nationale depuis janvier 2011. Entre théâtre, danse et musique, itinéraire dans cet univers artistique. Danse, théâtre, musique, cirque. La saison du Quartz 2011-2012 veut séduire et surprendre le public. Une programmation signée Mathieu Banvillet, nouveau directeur du Quartz. J'ai cherché des propositions qui créent avec le public un rapport différent, de sensibilité, où je crois les gens vont pouvoir petit à petit, ça va prendre du temps, sentir que les artistes du Quartz sont à leur écoute. Le mot d'ordre, c'est que c'est éclectique, il y a vraiment des propositions pour tout le monde. Et puis, avec un esprit général qui est celui de l'ouverture, notamment de l'ouverture sur la ville. Ce sera le cas avec Épicycle, le spectacle aérien du Cirque Vost. Du grand spectacle, il y en aura aussi plus tôt dans la saison avec des chevaux sur la scène du Quartz.
C'est vrai qu'on aura le bonheur d'accueillir Bartabas sur la scène du Quartz avec 4 chevaux. 2011-2012, ce sera aussi du classique avec Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, et puis de la danse. Avec le Lac des Cygnes, un ballet classique. Je sais que le public est très, très demandeur de grands ballets comme cela. Et puis pour nous, un événement, la venue de la compagnie de Pina Bausch, qui est une chorégraphe allemande qui nous a quittés l'année dernière, et nous aurons enfin le bonheur absolu d'accueillir un de ses spectacles. La prochaine saison au Quartz, ce sera aussi de la légèreté et du rire, comme cette pièce signée Bernard Ménez. Après tout, quand t'es vieux, qu'est-ce qui te reste comme plaisir, à part insulter les amis et faire peur aux gosses? Voilà, la présentation de la programmation 2011-2012 du Quartz, c'est ce mercredi, jeudi et vendredi, en images à 19h30 au Quartz à Brest. 14 km, 27 stations, c'est le tram de Brest et 27 stations, autant de noms à donner aux arrêts qui constituent donc ces stations. Ces choses faites avec une consultation et un vote de la population brestoise. Alain Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Brest en charge des grands projets. Les noms sont sortis. Le choix des noms s'est porté sur 18 stations. Alors peut-être déjà une première question, ce vote a-t-il été bien suivi par la population brestoise? Oui, c'est un premier enseignement et première surprise, c'est qu'il y a eu beaucoup de votants. Combien? En tout, il y a 176 000 votes qui ont été exprimés sur les 18 stations et on estime il y a un peu moins de 10 000 machines informatiques qui ont voté, enfin qui ont été utilisées. Et puis on estime grosso modo entre 10 000 et 12 000 personnes qui ont voté. Alors on va découvrir peut-être une carte avec les noms qui ont été donc choisis. Est-ce que vous avez été surpris par le choix de des internautes pour certaines propositions, puisque on peut rappeler qu'il y avait à peu près 3 propositions pour chaque arrêt, c'est ça? Oui, il y avait 2 ou 3 propositions maximum. Le constat qu'on peut faire, c'est que les noms de lieux ont été plébiscités. Je crois que dans pratiquement tout, enfin beaucoup de choix qui étaient proposés, c'est plutôt le nom du quartier qui a été proposé. Plus que le nom de personnage ou de... Oui, bon, alors il y avait des personnages pas faciles. Sur Saint-Martin, enfin sur l'octroi, c'était Nathalie Lemay. Bon, même si l'affiche était explicite, bon, ça n'a pas donné beaucoup d'envie aux gens qui ont voté. Et puis bon, il y avait aussi Cézanne, Barbara, qui avait plutôt ma faveur, mais bon, qui a été largement distancée. Donc c'est Macorlan qui, par contre, là c'est enfin une surprise, une demi-surprise entre Macorlan et puis le Prat-de-les-Dents, c'est le Macorlan qui a emporté. Bon, il y a peut-être aussi un lien avec la nouvelle salle de spectacle. Bon. Est-ce que vous pensez que ces noms, Alain Masson, représentent bien les habitudes brestoises, c'est-à-dire qu'on reconnaît un peu ce qu'on retrouve dans les conversations quand on désigne un lieu? Oui, en fin de compte, on avait essayé de modifier un petit peu à la marge, de proposer des modifications à la marge. En fin de compte, non, les gens ils identifient un quartier, un lieu, et même sur le plus serré, c'est-à-dire sur du Puy-de-Dôme, ça a été serré, c'est qu'à 51% pour du Puy-de-Dôme, parce que bon, le nom du quartier était aussi, Quai-Diversan était aussi attractif. Bon, là on est à 51-49 pour du Puy-de-Dôme. Bon, c'est aussi bien par rapport au lycée professionnel. Il y a eu un match. Là, il y a eu un match, oui. Quand est-ce que les stations seront vraiment installées maintenant? J'imagine que toutes ne seront pas installées en même temps? Au fur et à mesure, on va installer les stations. Là, maintenant, pratiquement tous les matériaux sont presque disponibles. Il nous reste encore des problèmes de bancs, etc. Donc, dès qu'on a l'ensemble du matériel, on commencera au fur et à mesure à installer les 27 stations. Alors, il y avait des stations dont les choix étaient imposés. Le nom des choix, c'était 9 stations, hein, oui. Notamment celle de la future grande salle. Parce qu'on ne connaît pas encore le nom de cette future grande salle. Dès le départ, on avait indiqué la grande salle, enfin la station prendra le nom de la grande salle, c'est plus simple. Maintenant, on attend le nom, ça devrait se décanter la semaine prochaine. Cette salle sera prête avant ou après la mise en service du tram? Elle sera prête après, parce que nous, dans un an, ça roule. Hein. Ça y est, c'est sûr? Ah oui, c'est sûr, oui, il n'y a pas... Sauf catastrophe, on n'est pas dans une... Les retards du pont de recouvrance ne vont pas impacter sur... Non, les retards qui sont prévus, parce que le pont
on a quelques difficultés au pièces, niveau des travaux, n'aura pas d'incidence sur le 23 juin 2012. 23 juin 2012, donc premier tour de roue du tram. Merci Alain Masson d'être venu nous présenter ces noms des futures stations du tramway. On se retrouve nous 18h15 demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.